Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver en plein milieu de ce mois de mai. Il s'en passe des choses en Sarthe. On va en parler avec tous nos invités. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire un petit tour au Moyen-Âge, au manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre. Vous allez pouvoir profiter des journées du Moyen-Âge et autres événements autour de cette période dans le manoir. Si vous préférez un peu de soleil, vous pouvez aller au Festival d'Outre-mer pour découvrir notamment les Caraïbes, manger, danser et écouter de la musique, découvrir toutes ces cultures. On parlera de la 32e édition déjà de Pulsart. Ça a lieu au FIA, au Fonds international d'art actuel au Mans, mais aussi au Prieuré de Vivoin cette année. Les deux commissaires d'exposition, directeurs artistiques, enfin bref, ceux qui nous organisent ce bel événement seront avec nous tout à l'heure sur le plateau. On aura aussi une partie de l'équipe du hangar à papier qui organise la fête de l'estampe. C'est du 17 au 27 mai prochain, un petit peu partout au Mans. Elles viendront nous parler de cette programmation. Et pour finir, on découvrira le genre, en tout cas on s'interrogera sur le genre. Il y a un forum, des tables rondes et un grand spectacle à Ève, la scène universitaire au Mans, et on aura le plaisir de rencontrer la compagnie de la Petite Étoile que vous pourrez découvrir notamment en concert le 24 mai prochain à l'église du Pré pour découvrir des musiques baltiques. Bref, tout ça c'est dans Culturel. On rejoint tout de suite nos invités. Et comme je le disais, on parlera tout à l'heure du Festival d'Outre-mer qui a lieu ce week-end, 17 et 18 mai. J'ai le plaisir de recevoir Séverine Julienot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec Mounia Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Toutes les deux, vous faites partie de l'association. On va y revenir dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Maël Leray. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du manoir de la Cour, notre sociétaire Moyen-Âge dans Culturel. Le manoir de la Cour a rouvert pour cette saison 2025 avec plein d'événements, c'est-à-dire que maintenant on peut profiter, on peut venir visiter le manoir, les différentes expositions et bien sûr la programmation que vous allez nous présenter. Oui, on est ouvert depuis début avril et là on va rester ouvert jusqu'à début novembre, donc on est là, ça y est, la saison est bien lancée. Alors il y a le 24 et 25 mai prochain un rendez-vous du Moyen-Âge, c'est un week-end avec vraiment des rencontres, un point fort autour de ces journées moyenâgeuses où on est vraiment immergé dans le Moyen-Âge, dans cette époque. C'est ça. Alors on parle de journée médiévale puisque moyenâgeux c'est un peu péjoratif. Oui, pardon. Mais c'est pas grave. Non, c'est vrai que c'est une période qui est très intéressante et qui dure 1000 ans, on peut pas la traiter en une seule fois. Donc notre parti pris depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2017, c'est d'organiser chaque mois pendant la saison d'ouverture des week-ends ou des journées à thème avec soit une époque ou alors une thématique bien précise. Et là en l'occurrence on va parler d'une époque qu'on n'avait pas encore abordée en 8 ans parce que c'est pas la période la plus qui va être la plus développée parmi les personnes qui font la reconstitution. Ouais. Elle est assez connue, mais en fait assez négativement, puisque c'est une période de crise. C'est le XIVe siècle. Donc on fait venir une nouvelle compagnie qui n'était jamais venue au manoir, et c'est une compagnie bretonne. Donc il y aura à la fois le côté où on va parler d'une époque qu'on n'a jamais évoquée, mais aussi le fait qu'ils vont aussi parler de sujets qu'on ne traite pas du tout d'habitude. Typiquement la navigation, les cartes maritimes au XIVe siècle, c'est des sujets qu'on n'aborde pas tellement. C'est vrai, quand on pense au Moyen-Âge, l'une des dernières choses à laquelle on pense, ce sont les bateaux ou la navigation. Oui, donc là, ce sera l'occasion d'en parler. Alors, c'est l'idée aussi, dans ces week-ends, on voit les images magnifiques. Il y a de la reconstitution, des gens qui portent les habits d'époque, qui utilisent les outils d'époque. Donc, si on vient au manoir de la Cour, qui déjà nous met dans l'ambiance, mais là, on a vraiment l'impression de vivre un instant médiéval et on peut justement un peu mieux se projeter. C'est une façon aussi un peu ludique de découvrir cette période, comme vous le disiez.
Oui, bah c'est ce qu'on pourrait appeler de l'histoire vivante, c'est-à-dire que l'histoire elle va être incarnée par des reconstituteurs qui ont une vie à côté, hein. Alors parfois c'est des professionnels de l'histoire, parfois pas, mais ce sont tous des passionnés et donc il y a, en association, donc là en l'occurrence c'est l'association Tivarlen qui est basée à Pontcroix dans le Finistère. Eh bien ils se retrouvent régulièrement pour fabriquer de nombreux objets, développer des savoir-faire et en fait c'est des personnes qui adorent également transmettre au grand public. Et là c'est l'occasion, donc il faut imaginer le manoir avec donc une cour en herbe qui est assez sympa derrière, et donc cette association va investir les lieux, vont planter des tentes, ils dorment sur place. Et oui, c'est vraiment total. Ouais, tout à fait, ils dorment sur place et donc pendant 2 jours, on peut découvrir le campement avec à la fois des animations ponctuelles. Typiquement, on va quand même parler un petit peu de militaire puisque donc l'année qui est traitée là, c'est 1358. Oui, c'est très précis, hein. Il y avait marqué, voilà, si on veut passer un moment en 1358. Oui, parce que 1300 et 1358, c'est déjà pas la même chose. Il y a une grosse évolution, notamment au niveau vestimentaire. On commence à avoir des habits un peu cintrés, un peu plus serrés au XIVe siècle, alors qu'avant c'était des grandes robes très larges. Donc il y a vraiment une rupture au XIVe siècle. Et puis également, on a une grosse évolution au niveau de l'équipement militaire, puisque pendant très longtemps, c'était ce qu'on appelait des haubers, donc vraiment des cottes de mailles qui au XIIIe siècle sont intégrales, recouverts d'un aume, là, ce casque un peu boîte de conserve qu'on retrouve vraiment au XIIIe et début XIVe. Et puis au XIVe, il va y avoir la guerre de 100 ans, donc ça va amener énormément de choses, ça va modifier l'équipement militaire et on commence à avoir les fameuses armures de plate, c'est-à-dire vraiment des armures qui recouvrent, donc c'est l'image qu'on a souvent du Moyen-Âge, mais il faut savoir qu'elles apparaissent pas avant justement les années 1340-1350. Le début de l'armure de chevalier qu'on se représente. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors évidemment, c'est très ludique, ça plaît aussi beaucoup aux enfants, à toutes les générations. Alors les adultes et même ceux qui sont passionnés par cette époque, puisqu'on parle de reconstitution, on est avec des gens qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent répondre justement à toutes ces questions. Mais c'est aussi un moment à partager avec les enfants pour leur donner envie de découvrir. De toute façon, la visite du manoir est déjà très ludique et on peut y aller avec les enfants. C'est kids friendly, comme on dit maintenant, mais en tout cas, c'est un beau lieu à visiter. Et puis, vous participez à tous les événements. Par exemple, ce week-end, c'est la nuit des musées. C'est un événement national et on va pouvoir faire une visite à la chandelle. Oui, alors là, donc c'est un événement national, effectivement, c'est l'occasion de visiter gratuitement le manoir, puisque pour le coup, là, c'est un des quelques événements gratuits qu'on a dans l'année. Et l'idée, c'est de parler de l'éclairage au Moyen-Âge. Donc là, on ne fait pas venir de compagnie, ce sont les médiateurs du manoir qui vont... donc nous, on a également nos propres facsimilés, nos reconstitutions. Et donc là, on s'est équipé sur tout ce qui concerne l'éclairage au Moyen-Âge, puisque forcément, à une époque où il n'y a ni électricité, ni gaz, ni quoi que ce soit, l'éclairage, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et une fois la nuit tombée, on va avoir un mode de vie qui est complètement différent. Et même si on est capable de s'éclairer, évidemment, on ne peut pas faire exactement toutes les mêmes activités. Donc l'idée, c'est aussi de parler de ça, de qu'est-ce qui se passe une fois la nuit tombée, qu'est-ce qu'on fait concrètement, et qu'est-ce que ça donne en fait un éclairage au Moyen-Âge, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on allume un feu. Déjà, il y a des questions techniques. En cas de crise, comment on fait? On va au manoir de la cour pour apprendre les bases. C'est ça, tout à fait. Donc la visite terminera d'ailleurs par une petite démonstration d'allumage d'un feu médiéval. Vous verrez que ça peut aller assez vite. Donc vous êtes en train de vous entraîner à faire du feu au manoir de la cour. Alors il se passe plein de choses, on ne pourra pas parler de tout. Il y a une exposition justement sur les manoirs médiévaux, je vais y arriver, du Maine. C'est là où on découvre plein de manoirs qu'on ne connaît pas forcément, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup d'actions de médiation, vous accueillez des expositions justement, mais il y a encore pas mal de vestiges dans le Maine. Ouais, et notamment les manoirs qui ont été construits avant la guerre de 100 ans, puisqu'on va retrouver beaucoup de manoirs à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Les manoirs classiques qu'on trouve énormément dans le Maine, la Sarthe et la Mayenne sont très très denses sur ce type de manoir. Un manoir un peu en longueur avec une belle tour devant, en fait, une tour qui va être un symbole de richesse et qui est une tourelle d'escalier. Mais ça, c'est vraiment une forme à partir de la fin du XVe siècle. Alors qu'avant, on avait d'autres types de manoirs. Ils sont beaucoup plus rares parce qu'en fait, ils ont été énormément transformés. Donc souvent, il y a une base 12, 13, 14e siècle et puis tout a été refait derrière, quoi. Et c'est vrai que le manoir de la Cour, c'est un exemple assez exceptionnel. Lui, il a conservé vraiment sa forme de la fin du XIIIe siècle. Comme beaucoup de manoirs et de châteaux qui ont été reconstruits les uns sur les autres, on va dire, au même lieu. Et donc, c'est vrai qu'on en perd des vestiges, mais là... C'est ça. Et là, le manoir de la Cour, il a conservé donc, son élévation complète. Donc, il a toutes les ouvertures d'origine côté village, donc avec des magnifiques fenêtres du XIIIe siècle, et également la charpente est d'origine. Donc, c'est
c'était une base intéressante pour parler justement de ces manoirs moins connus, un peu oubliés, et pour les mettre un peu en avant, pour rappeler également que c'est un patrimoine qui est précieux, qui est assez rare et qu'il faut les conserver. Et d'ailleurs, ça fait le lien. En juin, il y aura un événement autour du bois. Vous parliez de la charpente, évidemment. Le travail du bois, la charpente, l'usage du bois pour de la construction, que ce soit de l'architecture ou des usages domestiques, c'est une question qui revient souvent à cette époque-là. Et vous allez participer justement à ces journées autour de la sensibilisation sur le bois. Oui, tout à fait. Là, c'est un événement qui est porté par l'Association du patrimoine d'Asnières. Donc, il se passe souvent plein de choses en fait à Asnières. C'est pas toujours le manoir qui les porte. Là, en l'occurrence, c'est l'Asso du patrimoine. Donc, nous, on est simplement partenaires. Et ce sera l'occasion, effectivement, de parler du bois dans la construction. Donc, un manoir ou un château au Moyen-Âge, c'est de la pierre, mais c'est beaucoup de bois également. Et souvent, ces parties-là ont disparu. Oui, c'est ça, d'où la disparition parfois, puisqu'il y a eu des incendies ou des destructions. Déjà, conserver une charpente médiévale, c'est exceptionnel. Mais par exemple, une partie en bois extérieur, là, si on l'entretient pas régulièrement, c'est terminé, c'est pas possible, quoi. Donc, ce sera l'occasion de faire un petit topo là-dessus, parler du torchis également, comment c'était utilisé par-dessus les constructions en bois pour l'isolation. Et puis également, un petit élément archéologique qui nous intéresse, c'est la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude c'est une technique de datation par le bois, en étudiant les cernes de croissance et en repérant en fait les années un peu exceptionnelles, celles où vraiment le bois a très peu poussé, ou à l'inverse, où tous les bois d'une région ont poussé énormément, ce qui fait des écarts-types. Et donc ces spécialistes, à partir d'une grande base de données, ils vont pouvoir déterminer quand est-ce que l'arbre a été abattu. Et à partir de ça, comme au Moyen-Âge et à l'époque moderne, on utilise les bois verts, donc c'est-à-dire on les abat et on les utilise vraiment tout de suite. Eh bien, s'il n'y a pas eu de réemploi, on va connaître l'année d'utilisation. Et c'est ce qui a permis en fait de dater le manoir de la Cour. C'est pas des textes, mais c'est la datation par le bois. Et donc, on sait par exemple que l'intégralité de la charpente du manoir, les bois ont été abattus entre 1293 et 1295. Donc, ça nous donne le gros chantier en fait du manoir. Avant la journée 2358 que vous allez revivre fin mai. On retrouve toute la programmation sur le site du Manoir de la Cour et sur les réseaux sociaux où vous mettez évidemment des images et des informations pratiques pour tous ces événements-là. Merci d'être venu nous parler de cette époque médiévale. Je ne referai plus l'erreur de champ lexical. Sans transition, je me tourne vers vous, Séverine et Mounia, sur ce festival d'outre-mer. Ça a lieu ce week-end au Mans, 17 et 18 mai, c'est la 11e édition déjà. Vous vous installez aux Étangs Chauds, qui est un centre avec un parc naturel, pour ceux qui ne connaîtraient pas le lieu, qui n'auraient pas d'enfants qui auraient été dans son centre de loisirs. Alors, racontez-moi pourquoi ce festival et qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir ? Alors la naissance de ce festival, elle est pour des raisons multiples. La première, c'est la promotion de la culture, donc la culture antillaise, caribéenne, de reculer aussi les diversités, enfin en tous les cas d'apprendre à mieux se connaître, réunir tous les amoureux des Antilles, de faire connaître toutes les traditions aussi, de toutes les îles, de tous les départements d'outre-mer. Voilà, donc c'est vraiment pour mieux faire connaître ces départements. Mieux se comprendre, se rencontrer aussi, parce que même de différents départements d'outre-mer, les gens ne se connaissent pas forcément, et nous en métropole non plus, donc c'est l'idée aussi de découvrir ça. Et justement, c'est 2 jours, c'est vraiment une fête sur tous les aspects, c'est-à-dire qu'il y a des activités pour les enfants, on peut goûter des saveurs typiques. Moi, quand il y a à manger, je repère toujours. Il y a une belle programmation, un beau line-up musical, de la danse, des costumes. Enfin, il y a vraiment tous les aspects pour pour s'immerger vraiment dans les Antilles, vraiment de l'art culinaire à l'artisanat, les danses traditionnelles, donc le bélé de la Martinique, le groka de la Guadeloupe, il y a aussi le maloya de la Réunion, le masuka. Merci, c'est pour ça qu'on est 2. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un moment où tout le monde peut s'immerger totalement dans les diverses richesses des cultures d'outre-mer et de différencier justement, parce que quand on dit les outre-mer, c'est à la fois large et
et en même temps, on a l'impression que c'est que la Guadeloupe et la Martinique, mais non. Voilà, il y a le Pacifique, il y a la Réunion, il y a Madagascar, il y a etc. Enfin, il y a toutes les, il y a Mayotte et aussi, voilà. Donc, Alors justement, il y aura des stands ou des thématiques plus traditionnelles et évidemment, la programmation, par exemple, est très contemporaine avec des artistes qui sont inspirés de cette musique caribéenne et autres. Et il va y avoir, pareil, plein de styles qui viennent de partout, hein, de l'afro-caribéen, de la Guyane, de la Guadeloupe, vraiment tous les styles. Et tous les styles de musique aussi, du rap, plus du zouk, ça danse beaucoup. J'ai vu sur les images, est-ce que si on vient, on a cette notion aussi, en plus du concert, de voilà, on peut danser. J'ai vu qu'il y avait des écoles qui venaient aussi pour faire des représentations, mais c'est participatif. Oui, tout à fait. On a on a une scène en fait mise à disposition à ciel ouvert qui permet de pouvoir être en contact directement avec le public, de pouvoir danser. Donc on a pas mal de groupes de danse qui est là, qui se permet de danser directement sur le terrain brut pour pouvoir emmener le public et pouvoir jouer avec non seulement les enchaînements de danse, mais aussi pouvoir emmener le public à pouvoir également apprendre à bouger et retrouver ce côté un peu antillais qu'on aime bien retrouver, la chaleur du corps. Donc voilà. On disait, il y a des concerts. Il y a le samedi, c'est juste que, j'allais dire au bout de la nuit, peut-être pas, mais c'est tard dans la journée. Et puis le dimanche de 11h à 19h, donc on peut venir déjeuner, on peut rencontrer les différents stands parce qu'il y aura aussi, on a parlé de la nourriture, mais il y aura aussi des représentants d'artisanat locaux avec des vêtements, avec des objets, des bijoux, des tatouages. Donc on peut prendre le temps et c'est un endroit qui est aussi adapté aux familles et avec les enfants puisque vous avez des propositions avec des jeux pour les enfants qui sont adaptés. Ouais, on veut vraiment faire un espace familial et convivial où chacun peut venir seul, en famille, entre amis, où on va pouvoir donner à chacun le goût d'apprécier justement tous ces arts de manière ludique. Donc voilà, il y a les concerts, effectivement, les danses traditionnelles, il y a l'espace dédié pour les enfants avec Festimove, notre partenaire, qui est là depuis maintenant 3 ans, qui assure effectivement tous les jeux ludiques. Toute l'animation. Alors, c'est très inclusif. Évidemment, c'est accessible. Enfin, évidemment, non, je précise que c'est accessible aussi aux personnes à mobilité réduite parce que vous faites un vrai travail d'inclusion pour rendre accessible votre festival à tout le monde. Et c'est gratuit. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a de la consommation sur place, on peut acheter des choses, mais l'accès est gratuit. Donc c'est vrai que quand on est une famille plus ou moins nombreuse ou avec des amis, on peut déjà venir sur l'esplanade et profiter plus ou moins des différentes propositions. Et la scène, les concerts sont gratuits. Oui, tout à fait. C'est vraiment un point crucial pour nous, très très important. Notre association est reconnue Espoir Banlieue et elle est vraiment inscrite dans cette volonté d'inclure tout le monde, tous les publics. C'est aussi pour ça qu'on est basé au Sablon. Voilà, on est vraiment dans une zone prioritaire pour ça. Et chaque année se pose la question de est-ce qu'on fait payer ou pas l'entrée parce que les subventions se font de plus en plus rares, voire quasi pas. Et donc, c'est un réel engagement, une vraie volonté de notre part que tout le monde puisse arriver sur cette plaine et voilà, et s'immerger totalement sans avoir la barrière du prix. Tout à fait. C'est pour ça que j'insiste aussi pour dire que voilà, ça n'empêche pas de vous accompagner, de vous aider. On sait que les événements qui sont organisés par des associations, la buvette, la restauration, etc., aident évidemment à la construction du projet puisqu'il y a plein de bénévoles et plein d'équipes. On vous suit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet et on peut évidemment vous rejoindre alors en dernière minute, mais aussi pour l'année prochaine, pour faire partie des bénévoles qui organisent ce festival.
Oui. J'avais senti l'appel, c'est pour ça que je me permets de le préciser. On vient profiter ce week-end, 17 et 18 mai, de ce festival d'outre-mer. Et puis, si vous avez aimé danser, partager, rejoignez-les pour organiser ces moments de culture qui nous font du bien et qui nous ramènent le soleil. A priori, ça va marcher ce week-end. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un billet d'avion à gagner. On a une tombola avec la... Pour partir. Pour partir. Ouais. Pour visiter nos îles. Oui, mais il y a du soleil en Sarthe aussi. Sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter ce festival d'outre-mer. Merci Maëlle Leray d'être venue nous parler de la programmation du manoir de la Cour. Et nous, on continue tout de suite dans Culturel.